sacrée, l'idée commence à prendre corps. Nous sommes à un tournant apparemment décisif, mais qui gagne le peuple congolais. Les damnés de la terre, au centre de la République, on les appelle Mutachuayungu. Alors que gagne ce peuple dans la guerre des positionnements, parce que les agendas sont clairs, chacun cherche à arracher une part importante du gâteau, oui, une part importante du beefsteak. Et pourtant, certains y voyaient déjà toutes ces traversées avec aussi en filigrane cette guerre des positionnements. Alors, parmi ceux qui avaient déjà vu ça, Marcel Loukoussa, acteur politique, un cadre d'entreprise, mais il est cofondateur de AEDIC, Agir ensemble pour le développement intégral du Congo. C'est une formation politique qui n'a pas d'autorité morale. Bienvenue. Merci. Bonne année. Bonne année à vous aussi. Vous êtes future autorité morale de AEDIC. Non, ce sont des choses qu'il faut bannir. Ça avilit l'homme. Il faut donner la liberté d'expression aux gens. Je pense qu'il faut, bien sûr, dans toute organisation, avoir des chefs pour mettre de l'ordre, mais pas pour incarner une dictature à peine voilée. Alors, vous êtes allergique à la dictature? Terriblement, oui. Vous avez créé ce parti avec un certain nombre d'entrepreneurs, des hommes qui sont déjà aux commandes, qui ne sont plus à la recherche de quelque chose pour le ventre. Mais ce qui arrive maintenant, le spectacle, vous l'aviez déjà en quelque sorte annoncé. Est-ce que vous êtes déçu par les agendas, les cahiers de charges, guerre des positionnements, primature, ministère clé, Banque centrale, Assemblée nationale, bureau, Sénat, et que sais-je encore, les entreprises, il y en a qui ont déjà jeté les maputas comme les mamans qui sont en train de choisir les marchandises sur un camion à Libongo. Écoutez, moi, en tant qu'analyste politique, je ne suis pas surpris. Il faut que je vous rappelle que depuis les années 90, quand le maréchal Mobutu a libéralisé ici, nous sommes entrés de plein pied dans cette histoire de partage des gâteaux. Il fallait avoir un parti politique, il fallait avoir un mouvement subversif, il fallait avoir une rébellion pour pouvoir se mettre autour de la table du partage des gâteaux. Et ça fait comme ça plus de 30 ans maintenant. Que ça dure cette entrée maintenant dans le mœurs des gens, à telle enseigne que les enfants que nous étions à l'époque, si vous remarquez très bien, nous, notre génération, on avait une vingtaine, une trentaine, et c'est nous qui avons appris ces choses-là, qui ramenons ça aujourd'hui à notre niveau de responsabilité, croyant que ce sont des valeurs. Ce ne sont pas les valeurs du tout. Pensez qu'il faut venir au Congo, porter des armes, avoir un parti politique, avoir un groupe de pression, pour seulement avoir un poste ministériel ou un poste de PDG. Au contraire, nous devons renverser les valeurs. Et ça, ce n'est pas facile. Vous avez vu qu'au premier coup, quand les gens sont venus, tout d'un coup, les démons renaissent. En tout cas, moi, pour que je vienne, il faut qu'on me donne la primature. Moi, pour que je vienne, il faut qu'on me donne le Sénat. Moi, pour que je vienne, il faut qu'on me donne ainsi de suite. Ce sont des choses que nous devons bannir dans ces pays pour que nous puissions nous développer. Puisqu'on parle du peuple. Tous ces gens, j'en ai vu plusieurs, ce sont des gens qui ne manquent pas d'argent, qui ne manquent pas de moyens, qui ne manquent pas de relations, même au niveau international. Pourquoi ne pas avoir une autre façon de comprendre les choses? Créer des entreprises, par exemple. C'est très important pour que dans ces entreprises, nos enfants soient engagés. Et quand les enfants sont engagés, on va s'attaquer aux problèmes d'emploi. Essayer de faire en sorte que la politique ne soit pas seulement le seul endroit où on doit avoir de l'emploi. Pour servir son pays, il ne faut pas être ministre. Alors, quel est le vrai problème, Marcel Loukoussa, dans notre Martin. pays? Plutôt, Martin Loukoussa. J'ai parlé de Marcel. Mais j'ai un frère qui s'appelle Marcel. Voilà, oui, c'est un lapsus. Je crois que le réalisateur l'a compris. Quel est le vrai problème? Le vrai problème chez nous.
quand on n'est pas aux affaires politiques, c'est donc les requiem. Quel est le vrai problème? Je vais vous expliquer les vrais problèmes. Les vrais problèmes chez nous, c'est la pauvreté. Nous sommes restés pendant 60 ans. Nous n'avons pas eu la capacité de créer des richesses dans ces pays. C'est comme dans une famille, quand vous n'avez pas d'argent, un pain devient trop petit pour toute la famille. Mais si vous avez un emploi et que vous pouvez ramener 20 pains, 30 pains à la maison, on en jette aussi aux oiseaux dans les poubelles. Et le vrai problème ici au Congo, c'est que depuis 1960, que la Belgique nous a laissé ces pays, nous n'avons pas été suffisamment instruits, suffisamment formés pour pouvoir créer de l'emploi. Encourager l'entrepreneuriat local pour que les fils et les filles de ces pays puissent créer leurs propres entreprises et par conséquent créer des richesses. Et quand on a des richesses comme ça, on résorbe le chômage, on a la bonne qualité d'enseignement, on a la bonne qualité de la santé, on a tout ça. Ça, nous avons littéralement échoué, puisque depuis les années 60, on a cru qu'il faut avoir la mallette, amener à la population, leur dire que moi j'ai les 10 pandas avec moi, suivez-moi, et après revenir. On a vu la cacophonie dès les premières heures de l'indépendance qui a continué. Ça s'est amusé un peu avec la période de M. Mobutu, puisque c'était la pensée unique. Ça a permis quand même que les gens se calment un peu. Et dès que nous sommes arrivés aux années 90, on a libéralisé les choses. C'est revenu. Mais pendant tout ce temps, nous n'avons pas formé suffisamment des gens de l'université pour qu'ils aillent créer l'emploi. Nous avons formé les gens pour aller chercher de l'emploi. Et à partir du moment où nous avons détruit les entreprises publiques qui existaient, nous avons découragé les privés qui pouvaient entreprendre ici. Les malins d'entre nous ont cru, et avec à tort ou à raison, que ce n'est qu'en politique où on pouvait aller gagner l'argent. On a créé des partis politiques, des mallettes, on a créé des groupes armés pour aller prendre les peu d'impôts qui sont générés par le peu de gens qui travaillent. Ce qui fait que la majorité croupissent dans la misère la plus totale. Et au jour d'aujourd'hui, 90% de la population congolaise pense que pour être un bon monsieur congolais, il faut devenir ministre. Ce qui est dommage. Alors, sous d'autres cieux, quand les gens arrivent aux affaires, ils veulent laisser des empreintes, une histoire positive. Vous luttez pour justement cette politique en faveur du solutionnement des problèmes du peuple et non pour accentuer les soucis du peuple. Et est-ce que vous saurez justement aider à transformer cette classe politique qui ne voit pas la transformation des matières premières, mais plutôt qui préfère rôder sa femme, ses enfants, à lui succéder au Parlement, à la tête du parti politique, et ainsi de suite. Est-ce que votre tâche n'est-elle pas une gageure? Non. Je crois qu'il fallait commencer quelque part. Parce que cette classe politique ici, c'est une génération, je crois qu'elle va passer. Mais il faut commencer quelque part. Elle va passer, mais elle a rodé des enfants. Et la plupart d'enfants et des femmes sont suppléants de telle ou telle personnalité politique au Parlement. On nous a dénombré autour de 600, 700 familles qui sont mises dans cette histoire-là, qui pensaient qu'ils allaient créer l'empire ici au Congo. Mais je pense qu'avec cette nouvelle façon de voir la vie, les peuples comprennent. Déjà, notre peuple, c'est un peuple très courageux. Quand vous passez sur toutes nos rues aujourd'hui à Kinshasa, vous avez les gens qui vous vendent des mangues au coin des rues, qui vous vendent des arachides. Mais c'est ça l'entrepreneuriat, mais il suffit qu'on puisse encadrer ces gens-là, les sortir d'une précarité qui ne dit pas son nom. On ne peut pas vendre 2 mangues au coin de la rue, alors qu'on pouvait se mettre peut-être dans une association de vendre 2 tonnes, 3 tonnes de mangues et se partager les revenus au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout d'une année. Ça veut dire créer des vraies entreprises. C'est ça la lutte. Donc nous, partis politiques, nous avons un devoir d'éduquer la masse pour la faire comprendre que notre salut ne peut pas venir des politiques. Notre salut vient de ce que nous aurons généré comme richesse et à se les repartager d'une manière équitable
avec les lois qui seront mises en place. C'est pour cela que nous encourageons l'État congolais à essayer de travailler principalement sur les lois, sur l'entrepreneuriat, encourager les nationaux, essayer de délaguer tous les superflus, les goulots d'étranglement qui empêchent les fils et les filles de ces pays à pouvoir entreprendre et aller de l'avant. Moi, je vous donne l'exemple le plus simple, c'est l'exemple des musiciens. C'est l'exemple qui démontre que nous avons la possibilité dans ces pays de créer des richesses. Ces gens-là, ils viennent avec des bâtons, avec les chants. C'est seulement avec l'espoir que demain, la musique qu'ils sont en train de créer au coin des rues va être vendue. Et ils font de l'argent. Vous avez vu à un moment donné... Cet argent vient de la classe politique ou des hommes politiques, des hommes d'affaires qui préfèrent qu'on fasse que ces musiciens soient des griots pour eux et qu'ils puissent les amener... Pas tout ça. Mais quand vous allez par exemple dans les pays comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, même ici, il y a des musiciens, bien sûr, les gens qui veulent se faire connaître, qui veulent des campagnes, ils vont voir ces gens-là pour qu'ils les chantent. Mais ces musiciens, ils ont leur entreprise. Ce sont des entreprises à part entière. Ils créent des richesses, ils créent de l'emploi. Ce qui est fait dans la musique peut être fait dans l'agriculture, ça peut être fait dans n'importe quel domaine de la vie. Alors, Martin Loukoussa, avant justement de revenir tout à l'heure à d'autres préoccupations, je voudrais qu'on épuise un peu cette affaire, je crois que ça a trait à l'éthique. Qu'est-ce qui explique la méchanceté des hommes qui ont choisi la res publica de s'enrichir seuls et de ne regarder que leur ventre, leurs affaires, leurs intérêts, leur famille, au détriment de toute la société qui croupit dans la misère? Alors, d'où vient cette méchanceté? Cette méchanceté commence à la base. Dans ces pays, nous avons détruit beaucoup de valeurs. En commençant par le civisme, l'amour de son pays, l'amour surtout du bien commun. Ça, on n'a pas suffisamment ancré ça dans notre enseignement, dans notre instruction, dans notre éducation. Ce sont des choses sous lesquelles l'enseignement d'aujourd'hui doit mettre dans les enfants qui sont dans le maternel, à l'école primaire aujourd'hui, pour que dans 30 ans, 40 ans, qu'on les retrouve dans les fers de tous les jours. Je vous dis la vérité, nous, dans ces pays où on a vu les écoles, on a supprimé des religions, on a supprimé le civisme comme le cours, tout ça, ça créait de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ajouter à ça, ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire la destruction du tissu économique et la non-création des richesses pour les pays. Nous sommes mis dans la corruption, la concussion, nous sommes mis dans la vente à moindre coût de nos richesses pour des intérêts égoïstes dont vous parlez. Mais c'est dû au fait que notre instruction de base, notre éducation de base a été quelque peu biaisée dès les premières années de notre indépendance. Nous avons gardé l'état de notre colonisateur, puisque à l'époque, les colonisateurs, lui, ne formaient pas les gens pour l'entrepreneuriat. Ils formaient ce qu'ils appelaient les calacs, les gens qui devaient venir les servir pour exploiter les pays vers l'export. Vous parlez des clercs. Des clercs. Là, c'était bien en lingala. Alors, les Congolais ont imité ceux qui nous ont colonisés parce qu'ils se comportaient en mercenaires. On a déploré moins de diplômes à la veille de l'indépendance, même après. Aujourd'hui, on en a beaucoup, professeurs, docteurs. Mais cette république des professeurs, docteurs surprend désagréablement, vous l'avez dit, un problème d'éthique, un problème d'éducation. Notre système éducatif est déficitaire. Beaucoup ont traversé dans l'union sacrée. Finalement, est-ce que le peuple peut espérer? Vous allez regarder cette caméra et le dire honnêtement. Ceux qui viennent, qui ont suivi votre appel, on l'a suivi pendant les consultations, vous avez fait appel à beaucoup. Il y en a qui sont venus après, il y en a qui sont venus après, un peu plus tard. Est-ce que le peuple peut espérer gagner quelque chose dans cette union sacrée avec les mêmes hommes dont on connaît le mode opératoire en politique? Effectivement, je pense que ce sont des hypothèses de travail. Dans un premier temps, je crois que dans la tête du chef, quand il a lancé le mot
j'appellerais ça peut-être le mot d'ordre pour que chaque peuple congolais rejoigne l'union sacrée pour la République. C'était d'abord, l'idée première, c'était que le pays ne doit pas souffrir de la division. Il n'y a pas des gens qui doivent être exclus et les autres, non. Il n'y a pas de saints, il n'y a pas de démons à gauche, à droite. Tout le monde est congolais, nous devons prendre conscience que le pays est le nôtre. Maintenant, il se pose un problème des habitudes, un problème des tares qui ont caractérisé notre classe politique depuis les années 60-65 jusqu'à aujourd'hui. Ces gens qui ont imité les mercenaires colonisateurs qui venaient ici pour prendre les richesses et amener chez eux. Maintenant, ils prennent chez eux pour amener ailleurs. Ils oublient l'intérêt commun que c'est le Congo. Heureusement, maintenant, ils n'amènent pas beaucoup ailleurs. Ils mettent ça ici ils mettent ça ici, mais dans des caves. Mais la plupart, ils sont sur des prêtres, non. Vous voyez un Indien, vous voyez un Chinois avec des magasins, mais derrière, ce sont les Congolais, en fait, qui ne payent pas les impôts, qui ne payent pas les salaires d'une manière à permettre aux travailleurs de subvenir à leurs besoins quotidiens. Ils ne payent rien, ils se font accompagner des généraux, et ça, c'est un combat majeur sur lequel le chef de l'État doit mettre un point d'honneur. Quelques généraux, comme couverture. Un point d'honneur pour que, dans ces pays, qu'on pense peuple. Et qui dit peuple, dit créer des richesses ici et faire en profiter à tout le monde. Mais pour y arriver, il faut un état des droits vrai. Bien sûr, ça germe encore, parce que nous avons encore trop de difficultés. Les gens ont encore l'esprit, les comportements du passé. S'il y a un véritable état des droits, ici, ça veut dire que chacun saura quels sont ses droits, quels sont ses devoirs. Vous allez voir que la classe politique sale, comme on l'appelle, va disparaître d'elle-même puisqu'il y aura de l'ordre ici. D'ailleurs, dans ma réflexion, je me disais, au lieu d'aller chercher des coopérations militaires, la coopération bilatérale et consorts, la vraie coopération sera une coopération avec peut-être la justice de l'Union européenne, avec la police belge, pour que ici, les gens apprennent à respecter les biens communs et les valeurs réelles. Martin, vous parlez de la justice. Je voudrais qu'on mette l'accent sur la justice nationale, la justice congolaise. On arrête avec beaucoup de tapage. Après, on relaxe. Le peuple n'est même pas informé que le Trésor a récupéré autant dans cette affaire. Et est-ce que vous êtes rassuré par cette façon de faire de notre justice? Non, je vous ai dit dès le départ que c'est encore embryonnaire. Les gens continuent à aller dans les tribunaux et les parquets. Vous allez vous rendre compte que les mauvaises manières, la corruption continue jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est un effort à faire. On a commencé sur un point. Il faut taper dessus pour que les choses s'améliorent. Moi, je ne suis pas aussi dupe pour croire que c'est puisqu'on a dit état des droits, tout d'un coup, tous les magistrats sont devenus des saints. Ils rendent la justice d'une manière correcte. Faux. Nous ne sommes même pas à 1% de ce que nous voulons avoir comme état des droits. Donc, c'est un travail de longue haleine. Écoutez, ça fait 60 ans que nous sommes dans la corruption, dans la concurrence. Ce pays, c'est parmi les pays les plus corrompus du monde. Vous n'allez pas dire que c'est parce que le chef d'État a fait un discours le matin, nous voulons un état des droits. Le matin, tous les magistrats seront en blanc. Faux. Vous faites justement une révélation qui vient corroborer ce que Jean-Marie Kassamba avait dit autrefois sur mon plateau ici, que derrière tous ces étrangers qui montent en puissance économiquement, financièrement, se cachent des Congolais. Effectivement. Des hommes d'affaires et des hommes politiques. Les hommes d'affaires et les hommes politiques et les hommes en armes. Ces étrangers ne peuvent pas venir ici un matin et puis avoir la nationalité congolaise 48 heures après, commencer à avoir des mines d'or, des mines de cobalt comme ça, sans qu'il y ait une complicité interne. C'est pour cela que moi j'insiste sur des valeurs
que nous devons incarner des valeurs de civisme, des valeurs d'amour du pays, pour savoir que les richesses de chez nous nous appartiennent. Surtout que ces richesses minières plutôt, ne vont pas être éternelles. Alors nous devons dès aujourd'hui en profiter au maximum pour chercher des richesses de substitution demain, au moment où nous n'aurons plus du cobalt, ou peut-être au moment où le cobalt ne sera plus prisé. Vous avez vu le nouveau président des États-Unis, Biden, ce n'est pas un ange. Après l'investiture, il n'a même pas eu de répit. C'était laborieux, ça exigeait quand même un repos, même des 24 heures ou 48 heures, mais il s'est mis directement au travail. Vous voyez à quel niveau ils sont? Il s'est mis directement au travail, pas de temps à perdre. Et chez nous, lorsque vous voyez notre approche dans les institutions, et nous le peuple, est-ce que ça vous inspire, vous, à EDIC, qui prenez des valeurs et surtout le développement intégral de ce pays? Et ce développement est le fruit d'un travail et non pas des plaintes et encore moins des discours. Est-ce que nous sommes prêts pour ce développement? Nous allons être prêts le jour où nous allons comprendre que quand on combine les facteurs, le temps, aujourd'hui, fait partie des facteurs importants dans le développement d'un pays ou n'importe quelle structure. Quand vous ne mettez pas le temps dans ce que vous faites, ça veut dire qu'aujourd'hui, le cobalt a, et je vous donne un exemple, le cobalt a une valeur au sommet. Si vous ne savez pas mettre du temps et profiter du cobalt aujourd'hui, dès que l'horloge a tourné, vous allez vous réveiller, le cobalt n'aura plus de valeur, on aura trouvé peut-être des biens de substitution, et vous serez toujours en train de dormir et vous ne créerez jamais de richesses. Chez nous, moi je suis écœuré de voir que entre les moments où on prend une décision de faire partir peut-être le président de l'Assemblée et le moment où on remplace un autre, il se passe 3 mois, 4 mois. Mais 2 mois, c'est beaucoup trop. Vous savez pourquoi? C'est parce que les gens croient qu'il n'y a qu'en politique où on va aller travailler. Si on inverse ces valeurs-là, faire croire à nos enfants qu'ils doivent aller au travail, aller dans les mines, aller aux champs, aller dans les usines pour travailler, les gars qui vous fabriquent la voiture n'ont pas besoin d'attendre qu'on nomme un Premier ministre. Ils vont tourner. Hein, ici à la télévision, vous n'avez pas besoin qu'on nomme un Premier ministre pour réaliser des émissions, vous allez continuer à tourner. Mais au jour d'aujourd'hui, le chômage est à 90%. Et tous les 80 millions de Congolais pensent que pour réussir, il faut devenir ministre. Il faut devenir député. Écoutez, un pays comme celui-là, alors que les députés vivent des impôts, les ministres vivent des impôts, le président de la République vit des impôts. Mais si nous ne savons pas créer des richesses, nous ne savons pas avoir les impôts. C'est un cercle vicieux dans lequel nous sommes. Le serpent qui est en train de manger sa queue. Un serpent qui mange sa queue. C'est déplorable. Martin Lukusa, je vous remercie. Ce que vous dites est bien vérifiable. Il y a des richesses périssables. Si on ne les exploite pas dans le momentum, oui, on risque de se mordre les doigts et ça sera tard. Vous avez vu le pétrole, tous les pays champions dans l'exploitation ont des soucis maintenant et à ces soucis s'est ajouté Covid-19. Angola, c'était devenu une référence dans la sous-région. Allez à Luanda, à partir de l'aéroport, vous sentez l'odeur de la crise. L'odeur de la crise. Ce n'est plus justement un lieu de référence pour y rester faire les affaires. Beaucoup sont allés dans quelques pays de l'Afrique australe et ailleurs. Ça bouge partout. Ce conseil on peut le capitaliser. Je recevais Martin Lukusa, cofondateur de EDIC, Agir ensemble pour le développement intégral du Congo, une formation politique qui est au sein de l'Union sacrée. Il a des soucis. C'est pas l'adorateur des âmes. Il dit qu'il y a des soucis il faut se battre pour justement s'en sortir. À très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.